Bien, donc vous avez dû, à partir de la première vidéo, vous construire votre cours, refaire les développements mathématiques, comprendre comment la radioactivité permet de dater un événement. Cette première partie est absolument fondamentale. C'est cette première partie qui vous sera demandée sur un type 1, par exemple. Maintenant, on peut aussi vous demander de calculer des âges. Ça peut difficilement se faire à l'écrit, parce qu'il faudra une calculatrice, et que, a priori, pour l'instant, d'après ce qu'on sait, la calculatrice n'est pas autorisée sur l'écrit. Par contre, ça peut être demandé en ECE, épreuve expérimentale, parce que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, l'épreuve expérimentale est maintenue. Et là, il va falloir apprendre, réviser comment utiliser un tableur, parce que tout va se faire par les tableurs. Un tableur, c'est une calculatrice. Bien. Vous devez connaître plusieurs méthodes. La méthode rubidium-strontium, la méthode potassium-argon et la méthode uranium-plomb. Ces trois méthodes ne sont pas d'importance égale. On va beaucoup développer la méthode rubidium-strontium, un peu moins les autres. Je pense que c'est la plus importante que vous devez connaître. Méthode rubidium-strontium. Le rubidium 87, élément radioactif, se désintègre en strontium 87. La période de cet élément radioactif est de 50 milliards d'années. La période, vous l'avez vu dans la première vidéo, étant reliée à la constante de radioactivité. Bien. Le problème de la détermination de l'âge d'un échantillon, de l'âge d'un événement, c'est qu'on ne connaît pas la quantité d'éléments radioactifs à l'instant zéro. Par définition, l'élément radioactif s'étant désintégré, on ne sait pas ce qu'il y avait au départ. Et c'est toujours ce problème-là qu'il faudra contourner. Alors, quand on travaille sur le rubidium-strontium, on peut montrer, mais je ne vais pas vous montrer comment, je pourrais le faire plus tard si vous voulez, c'est pas très compliqué, ce ne sont que des développements mathématiques, mais vous n'avez pas à les connaître. On peut montrer que la quantité d'éléments radioactifs strontium dans mon échantillon, pardon, la quantité d'éléments fils strontium 87 dans mon échantillon à l'instant T, c'est égal à la quantité de strontium 87 qu'il y avait à l'instant 0, ça c'est une constante, plus la quantité de rubidium 87 qu'il y a dans mon échantillon à l'instant T, multiplié par exponentielle lambda T moins 1, lambda étant la constante de radioactivité. Voilà. D'où ça sort? Ne vous posez pas trop de questions, je pourrais vous le montrer, c'est pas très compliqué. La seule chose qu'on va vous demander, vous n'avez pas à connaître par cœur cette équation, c'est être capable de l'exploiter. Deuxième chose, on ne travaille pas directement sur cette équation, on travaille sur des rapports de concentration, uniquement parce que les appareils qui servent à mesurer les concentrations mesurent des rapports et pas directement des concentrations. Donc en fait, cette équation qui est là, on va tout diviser par une constante qui est SA86. SA86 à l'instant T, c'est le même que strontium 86 à l'instant 0. C'est une constante. Donc en fait, on divise ceci par strontium 86 et ceci par strontium 86 et ceci par strontium 86. Donc mon équation, elle est là. La voilà. C'est ça que j'ai exploité. Quand je prends une roche, je prends un granit, je prends un gneiss, je prends un gabbro, dedans j'ai plusieurs minéraux. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que chacun des minéraux, quand il va se former, va intégrer une quantité différente d'éléments radioactifs. Je vais tracer une courbe où je mets sur l'axe vertical SR87 sur SR86, cette valeur qui est là de mon équation. Et je mets sur l'axe horizontal RB87 sur SR86. Je prends un premier minéral, avec les outils ici par exemple. Avec les outils dont je dispose, je mesure la quantité de strontium 87 sur strontium 86. Je mesure la quantité de rubidium 87 sur strontium 86. Et je place mon point. J'ai ici un premier point qui est là. Je prends un deuxième minéral. Je fais le même travail. J'ai un deuxième point. Je prends un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième minéral. À chaque fois, je mesure le rapport SA87 sur SA86 et le rapport RB87 sur SA86. Ceci grâce à mes outils en laboratoire. Et je place mon point. Qu'est-ce que je constate? C'est que tous ces points se placent sur une droite. Et ça, c'est fondamental à comprendre, une droite qu'on appelle les droites isochrones. Tous ces points se placent sur une droite. Donc cette équation qui est là, avec laquelle j'ai travaillé, c'est en fait une équation de droite. Et une équation de droite, c'est une équation du type y égale ax plus b. B étant une constante, a étant le coefficient directeur de la droite. Et là, ça y est,
j'ai trouvé mon coefficient directeur de la droite ici, petit a. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est égal à exponentielle lambda t moins 1. Conclusion. Quand j'ai pris tous mes points, que j'ai tracé ma droite isochrone comme ceci, ce coefficient directeur, je le connais. Si je peux, avec 2 points, avec 2 points, quels que soient les points, calculer l'équation de la droite. Ça, vous savez faire normalement. Une équation de droite, y égale ax plus b. Je prends un point 1, y1 égale ax1 plus b. Je prends un point 2, y2 égale ax2 plus b. J'ai un système de 2 équations à 2 inconnus du premier degré. Je peux avoir, en résolvant ce système, la valeur du coefficient directeur petit a. Vous le ferez plus tard après, mais de toute façon, ça, il faut savoir le faire, mais c'est l'ordinateur qui le fera pour vous, avec justement le tableur. Bon, nous, on est sur le principe ici. Donc, j'ai la valeur de mon coefficient directeur. Mon coefficient directeur A est égal à exponentielle lambda t moins 1. Je vais développer cette équation pour avoir le temps, avec ce qu'on a vu déjà dans la première vidéo. A plus 1, hop là, je passe le moins 1 de l'autre côté, A plus 1 égale exponentielle lambda t. Je prends le logarithme népérien. Logarithme népérien de a plus 1 égale lambda t. Je divise tout par lambda, t égale 1 sur lambda, logarithme népérien de a plus 1. Et j'ai ici, ça y est, la possibilité d'avoir l'âge de l'échantillon. T égale logarithme népérien, de a plus 1. D'accord? Donc si j'ai une roche constituée, alors ça ne fonctionne que pour les roches métamorphiques ou magmatiques, pas pour les roches élémentaires. De toute façon, une roche élémentaire est trop récente pour que la méthode rubidium-strontium soit valable. Si j'ai une roche magmatique, cette roche magmatique est constituée de plein de minéraux différents. Chacun des minéraux va intégrer une quantité variable de rubidium et de strontium. Quand je mesure les quantités de rubidium et de strontium et que je les place sur un graphique, j'obtiens une droite. Tout ça, c'est ce qu'il faut savoir. Cette droite, je l'appelle la droite isochrone. Le coefficient directeur de la droite est fonction du temps. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si je prends cette droite qui est là, quand l'âge va augmenter, la pente de la droite va augmenter. D'accord? Quand l'âge va augmenter, la pente de la droite va augmenter. La pente, le coefficient directeur de la droite est directement fonction du temps. A égale exponentielle lambda t moins 1. Je peux avoir ici donc l'âge en fonction du coefficient directeur. Et donc l'âge de l'échantillon. Voilà pour les points fondamentaux. Donc, de la même façon, je vais vous laisser, vous allez pouvoir faire une pause. Je vais vous laisser prendre les notes, comprendre le principe de cette méthode rubidium-strontium, éventuellement aller voir votre livre sur l'ENT pour développer et comprendre un peu mieux. Et ensuite, vous allez faire 2 exercices. Ces 2 exercices, vous les trouverez sur l'ENT. Sur le NT, chapitre 6, géologie, chronologie absolue, je rentre dedans. Vous avez ici une vidéo que vous connaissez, que vous pouvez aussi regarder, qui résume tout ce que vous devez savoir sur le temps et les roches. Et en dessous, vous avez différents fichiers. Vous avez un premier fichier Rubidium. Ce fichier Rubidium, il va s'ouvrir avec Excel ou avec LibreOffice, comme vous voulez. Vous allez commencer par travailler sur ce fichier Rubidium. C'est un parcours guidé. C'est un parcours guidé. Vous suivez ici les différentes consignes. D'accord? Et vous allez pouvoir calculer l'âge de l'échantillon à partir de données rubidium-strontium. Donc là, on vous guide pas à pas. Une fois que vous aurez fait ce premier travail, vous allez pouvoir ouvrir le deuxième fichier, MENAC, qui est ici. Là, on est sur des valeurs correspondant à un granit du Massif central, mais on ne vous guide plus. Donc là, vous vous débrouillez. La question que je vous pose, quel est l'âge de l'échantillon du granit de Ménac? Vous avez le granit de Ménac, plusieurs échantillons de ce granit avec des minéraux différents. Pour chacun de ces échantillons, on mesure rubidium et strontium. Dites-moi quel est l'âge de l'échantillon uniquement en utilisant le tableur, soit LibreOffice, soit Excel. Je vous laisse vous débrouiller. D'accord? Donc cette vidéo va s'arrêter maintenant et vous travaillez sur ces 2 fichiers que vous récupérez sur le NT. Vous essayez de déterminer pour ces 2 fichiers l'âge de l'échantillon. Et moi, pendant ce temps-là, je vais vous créer une 3e vidéo dans laquelle je vais avoir la correction de ce travail. Mais vous n'allez pas voir la correction avant d'avoir essayé par vous-même
de faire ce travail. Parce que ce travail, c'est typiquement ce qu'on peut vous demander lors d'une épreuve expérimentale, lors d'un ECE. Voilà. À vous, vous travaillez, et quand vous avez travaillé, je vous retrouve sur la 3e vidéo avec la correction pour ces 2 exercices. À tout de suite.